Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur les histoires et les anecdotes de Dave Hellman. Et en l'occurrence, on est pendant la période de la guerre. Dave, il est à New York, il a son émission radio Hobby Lobby, il travaille parfois même avec Eleanor Roosevelt et il fait beaucoup d'émissions pour récolter des fonds pour la guerre. Il a également, et ça je trouve que c'est assez intéressant, environ 2 mois après l'attaque de Pearl Harbor, Dave et sa femme Pauline, alors notez bien ce nom-là, Pauline Hellman, c'est une femme qui va beaucoup aider Dave et qui va même certainement sur plein de choses être meilleure que Dave Hellman. C'est une des pionnières, entre guillemets, du 20e siècle à avoir autant de connaissances et d'aptitudes en hypnose. C'est toujours dommage que l'histoire mette de côté beaucoup de femmes aussi talentueuses. Pauline Hellman était quelqu'un d'extrêmement doué et qui avait compris beaucoup de choses. Donc, vous verrez même un petit peu plus tard, elle est notamment celle qui a permis à Dave de comprendre comment ramener plus facilement les personnes en état SDL, ce qui prouve qu'elle était très observatrice, qu'elle avait bien compris les process. Donc, Dave et Pauline ont remarqué d'étranges éclairs lumineux provenant d'un gratte-ciel de New York, très tard dans la nuit. Se souvenant de sa formation d'enfant dans les Boy Scouts, Dave a identifié les flashs comme du code Morse et s'est rendu compte que les signaux n'étaient pas en anglais. Dave a immédiatement appelé le FBI. Un espionnement a été appréhendé. Par la suite, le gouvernement a utilisé Dave Hellman pour un certain nombre de tâches clandestines de contre-espionnage. C'est marrant parce que c'est un type quand même, il a fait du vaudeville. Et quoi, il commence très tôt l'hypnose. Il a fait du vaudeville pendant des années. Après, il a composé pour certaines personnes quand il était à New York. Il a eu une émission radio. Il a fait un petit peu de travail dans le contre-espionnage. On peut se dire, sympa la vie du Dave. Donc, bon, il a eu pas mal de petites choses comme ça. On va maintenant passer en 1949, le moment où Dave commence à donner des cours. Donc, il a donné un petit nombre de spectacles d'hypnose de scène, principalement pour des œuvres caritatives. C'est ce que je vous disais sur la précédente vidéo, tout en restant engagé à la radio. Et puis peu de temps après, il a été approché par un comité de médecins qui avaient suivi les cours d'hypnose, mais n'avaient jamais été en mesure de l'utiliser efficacement dans leur cabinet. Et vous savez que c'est un des gros problèmes pour beaucoup de personnes. Si vous avez peu de temps pour gérer des partenaires, si vous faites une induction en relâchement musculaire, qui est très classique, très connu, bah t'as pas le temps de t'occuper d'autant de patients que tu le souhaites, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont été bluffés par le fait d'avoir un hypno qui rapidement met en transe des partenaires. Je me souviens, alors je sais plus si c'est dans le livre Hypnothérapie ou si c'est Larry qui nous l'avait expliqué, mais il semble que un des médecins qui était venu à un spectacle est monté sur scène parce que il était inhypnotisable, comme disent beaucoup de personnes. Alors que, en fait, comme tout le monde, il peut l'être, mais sur peut-être les inductions à relaxation, pour lui, c'était pas un encodage qui fonctionnait, ça lui parlait pas, et tout le groupe de médecins a vu que Dave, sur scène, en quelques instants, l'a hypnotisé, et puis a pu faire tranquillement son spectacle avec lui. Donc, ça a vraiment permis aux médecins de se dire ouais, ce gars-là, il est assez compétent, en tout cas, sur cette facette-là. Donc, les points qui intéressaient les médecins, c'était la rapidité de l'induction. On revient vraiment sur cette notion de vitesse. Des inductions cohérentes. Alors, c'est intéressant. Cette notion de se dire que les hypnos de scène peuvent vraiment être un gros plus pour les personnes qui travaillent dans le médical, qui accompagnent des gens, parce que bien sûr des inductions rapides peuvent vraiment apaiser, calmer les choses, et le fait très direct de l'hypnose dite hellmanienne, mais de l'hypnose directive ou directe de façon générale, peut vraiment être un absolu changement pour l'opérateur et pour la personne qui subit des choses. Je me souviens
d'un cours en hypnose médicale, en hypnose d'urgence, qui disait le plus important, c'est qu'on arrive à prendre le lead et être très 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 clair sur ce qu'on demande aux personnes qui sont en souffrance, parce que eux, ils n'attendent du médecin ou du personnel soignant que des choses très claires sur lesquelles ils peuvent se raccrocher, parce que la douleur, la gêne est trop importante. Il faut absolument qu'ils trouvent une porte de sortie. Or, si le médecin est très clair, très direct, et va directement créer un état où on se sent mieux, personne ne va s'opposer à ça. C'est pas la même chose en psychothérapie. On a d'autres facteurs à prendre en compte. En hypnose d'urgence, et souvent en hypnose médicale, on va avoir d'autres leviers, et des leviers parfois plus forts que quand on est sur la phase hypnoanalyse et psychothérapie. Et fiabilité des suggestions, troisième point, un élément qui est important. Certains membres du comité étaient des officiers de la société de médecine du comté local. En conséquence, les 2 ou 3 premières fois où Hellman a enseigné l'hypnose aux médecins, c'était à la demande et avec le soutien de la communauté médicale, comme en témoignent les dirigeants de cette société médicale du comté. Lorsque cela a porté l'attention à une communauté médicale au niveau national, la section locale a reçu l'ordre d'arrêter une telle hérésie. Ce qui est logique, ce n'était pas un médecin qui enseignait, et vous vous doutez bien que c'était compliqué. Je vous rappelle qu'une des seules interviews où Milton Erickson parle de Hellman, c'est pour parler d'Hellman comme plus ou moins d'un escroc, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il n'est pas médecin. Et c'était bien sûr un psychiatre, donc hypnose médicale, psychiatre reconnu, qui allait attaquer quelqu'un qui formait des médecins mais qui n'était pas médecin. Donc il y a eu, je pense, quelques tensions l'un envers l'autre. Bon, alors il y a eu bien sûr du bouche à oreille, c'est arrivé à avoir de plus en plus de personnes. Donc retirant les avantages de la méthode, la vitesse, les inductions cohérentes, et puis les suggestions. Donc 3 éléments de base qui, pour l'hypnose médicale, sont vraiment essentiels, importants pour avoir un feedback pertinent avec le partenaire. Oui, donc là, il y a tout un rappel sur qui est d'ailleurs très intéressant. Dire les médecins à l'époque voyaient environ 5 patients par heure, ce qui implique 12 minutes par patient. Or, la plupart du temps, les gens qui font des inductions de relaxation progressive, ils peuvent mettre un quart d'heure à 30 minutes, ce qui est un peu trop long. Surtout quand tu dois avoir 12 minutes. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une induction qui se fait en 3 minutes au début de la Hellman, et puis au fur et à mesure du travail avec les années, il a dit, pour les médecins, il faut que vous arriviez à faire l'induction en 1 minute. Et maintenant, pour ceux qui connaissent toutes les inductions instantanées et autres, vous savez que ça dure 20 secondes, 30 secondes. Puis après, il faut bien sûr approfondir, mais on enlève quand même un grand temps inutile pour la session. Et on va droit au but, ce qui nous intéresse étant la transe, le niveau somnambulique et la capacité à recevoir les suggestions pour permettre un mieux-être chez le partenaire. Donc, vous voyez que au départ, c'est vraiment quelqu'un qui était sur scène, qu'on a appelé pour devenir instructeur de médecin. Des médecins étaient pour, des médecins étaient contre. Vous verrez un petit peu plus tard, même Larry explique qu'il avait pris le relais d'une personne qui était partie. Et vu qu'il était encore un gamin, il avait 14-15 ans, les gars ont dit non, mais autant, déjà pour nous c'est dur de devoir accepter que ça soit un non médical qui nous enseigne. Mais alors si en plus on a en support quelqu'un qui est un jeune, là ça dépasse notre capacité d'acceptation, ce qui peut être assez compréhensible à l'époque. Donc on va continuer après sur la période de 1949 à 1960. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.